Le chemin, c'est la vie, quoi. Je pense qu'à partir du moment où on est né, on est sur le chemin. La question, c'est de se dire, le chemin sur lequel tu es aujourd'hui, est-ce qu'il te satisfait ? Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toutes choses qui nous rappellent que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Salvert, fondatrice de Shift Balance, une société de conseil spécialisée dans la création de lieux de travail inclusifs, mais aussi formatrice, coach, conférencière engagée et auteure. Bonjour Aurélie. Bonjour Thierry. Merci de nous rejoindre sur C'est le chemin qui compte. Alors, tu nous parles depuis ta chambre d'hôtel en Moldavie, en route pour l'Ukraine. Comment vas-tu ? Ça va bien, je suis sur le chemin. C'est vrai que cet après-midi, je vais passer la frontière vers un pays en guerre qui est à nos portes. Donc, c'est toujours un changement de réalité, en fait. Je suis pas sûre de dormir aussi bien cette nuit que la nuit précédente. Donc, on verra bien. Ok, Aurélie, je vais commencer par retracer ton chemin. Alors, je sais que tu aimes te définir comme une âme libre. Depuis ton plus jeune âge, tu dessines ton propre chemin qui t'a mené du pays d'Ariège, où tu es né, jusqu'aux vallées du Pakistan, où tu as enseigné, en passant par Barcelone, où tu vis actuellement, et l'Ukraine, où tu te diriges. Après être sorti d'HEC en 2001, tu évolues dans le secteur du conseil en organisation, mais ta passion pour les sujets de diversité et d'innovation sociale te rattrape et te pousse bientôt vers l'action humanitaire, et tu décides de rejoindre Oxfam en 2006, qui lutte, comme on le sait, contre le fléau de la pauvreté. Puis Ashoka, l'un des plus grands réseaux mondiaux d'entrepreneurs sociaux. En 2010, poussé par ton intérêt marqué pour l'égalité des genres et l'empowerment féminin, tu décides de fonder un think tank Shift Balance, dont l'objectif est de donner de la visibilité à celles et ceux qui changent le monde, notamment au travers de la formation des femmes à la prise de parole en public. Comme si ces activités ne suffisaient pas, tu es également auteur. Il faut dire que tu es passionné de lecture depuis ton plus jeune âge. Tu as fait paraître 2 ouvrages, Chronique nomade, un recueil de blogs de tes nombreux voyages, une autre de tes passions, et Équilibre le monde, qui lui est un ouvrage qui propose une myriade de solutions aux problèmes engendrés par le sexisme ordinaire, qui est un autre de tes combats. Tu as également un appétit particulier pour le récit d'histoires inspirantes. On t'a vu par exemple sur la scène de multiples TEDx. Et en tant que conférencière engagée, tu t'attaches à proposer des outils et des méthodes qui permettent de favoriser la diversité et l'inclusion, en prenant notamment la nécessité d'accueillir plus de femmes dans les secteurs de pointe, et particulièrement celui des nouvelles technologies. Enfin, tu es une coach de talent, j'en ai bénéficié moi-même, et tu as aidé et continues à aider de nombreuses personnes à travers le monde à trouver leur raison d'être et à libérer leur potentiel. Ce qui fait une transition magnifique vers notre sujet de prédilection sur ce podcast, qui est, comme tu le sais, celui de la libération sur nos chemins de transformation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Aurélie, j'ai envie de te faire réagir sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu ressens en revisitant ce chemin ? C'est marrant parce que hier, je faisais une méditation et il y avait justement, c'était ça le thème, c'était un peu d'être un peu grateful et de se féliciter du chemin parcouru, parce que j'ai tendance à être très exigeante avec moi-même et avoir l'impression de ne pas avoir fait assez. Et oui, ça me touche d'entendre ce que tu dis. Pour moi, c'est un parcours, oui, qui n'a pas été planifié, qui s'est fait au gré pas je dirais au gré du vent, mais quand tu ne veux pas forcément suivre le chemin tout tracé, c'est pas forcément facile de trouver le tien non plus. Donc ça a été beaucoup de tentatives, beaucoup de réorientation. Mais oui, mais je suis contente de ce que j'ai parcouru jusqu'à présent et j'ai encore envie de faire des tas de nouvelles choses. Parfait, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler sur la manière dont tu as trouvé ton chemin de transformation. Mais ce que je voulais te poser comme question en premier lieu et qui me brûle un peu les lèvres, c'est qu'est-ce qui te fait avancer, Aurélie ? Quand on regarde ton parcours, on voit que tu as de multiples rôles, de multiples missions, de multiples activités au travers de multiples continents. Quel est ton moteur ? Je pense que mon moteur, c'est l'humain, clairement. J'aime beaucoup, oui, le contact humain, travailler avec les gens. J'aime beaucoup trouver des solutions, en fait.
au problème. Donc, par exemple, quand je suis dans une session de coaching, déjà, j'aime essayer de bien comprendre la personne. Je pense que j'ai une grande sensibilité et du coup, parfois, j'entends des choses qui ne sont pas dites ou je vois des choses qui ne sont pas encore mentionnées. Et l'idée pour moi est vraiment, oui, d'essayer de trouver des solutions pour essayer de faire en sorte que les gens aillent mieux, tout simplement. C'est ça qui me fait bouger, je crois. Je pense que l'humanitaire est vraiment un secteur qui me plaît beaucoup dans la mesure où on est vraiment au cœur des conflits et on est vraiment au plus proche des drames et des tensions qui se jouent. Et aujourd'hui, dans notre monde, il y en a multiples. Oui. Donc, pour moi, j'aime beaucoup aussi ce secteur où toutes les émotions sont exacerbées, où il faut aller vite, il faut penser vite, et où on est vraiment dans l'action, pas forcément dans la politique. Donc c'est vraiment un secteur qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà, pour moi, ce qui me fait avancer, c'est faire en sorte que les hommes et les femmes qui m'entourent vivent plus heureux et plus épanouis. C'est peut-être un cliché, hein, mais je ressens ce besoin. C'est aussi mon côté balance et c'est le côté de créer de l'harmonie en fait. D'arriver à créer de l'harmonie aussi bien entre les personnes que au sein d'une même personne. Oui, c'est ce que j'aime faire. Et j'aime aller dans les endroits où tout le monde ne va pas. Ça, j'adore. Oui, alors justement, tu te diriges vers un pays en guerre. En fait, est-ce que tu peux nous parler en 2 mots de ta mission dans ce pays? En ce moment, je travaille avec CARE, Ukraine. Donc CARE est une grosse ONG américaine à la base. C'est une grosse mission de 100 personnes qui est dans de nombreuses villes et qui travaille surtout le thème du genre, qui travaille surtout avec des femmes et des filles et des personnes en situation de marginalisation, notamment la population tzigane qui est aussi présente en Ukraine, ou les populations LGBT qui sont extrêmement affectées par le conflit. Et du coup, je travaille avec CARE à la fois sur leur stratégie, à la fois travailler sur l'amélioration de la culture, le changement culturel dans l'équipe aussi, avec différents types de cultures, entre les Ukrainiens, les internationaux, entre les personnes qui ont plus une expérience très urgentiste et des personnes qui ont une vision plus développement, plus à long terme, qui veulent travailler plus sur les sources du conflit et des besoins. Et puis je travaille sur l'organisation interne, comment faire en sorte que l'organisation interne soit la meilleure pour répondre avec qualité et avec impact aux besoins humanitaires actuels. Alors Aurélie, tu le sais, ce podcast traite de la transformation. Ton parcours en est riche. Est-ce que tu peux partager avec nous la manière dont toi tu as procédé pour trouver ton propre chemin? Comme tu dis, en fait, mon parcours a beaucoup évolué. Et à la fois, il y a vraiment des fils rouges constants. Moi, j'ai découvert l'humanitaire assez tôt, comme tu dis. Quand je suis sortie d'école, je suis venue à Barcelone. Et puis ensuite, j'étais dans le conseil, mais plutôt dans la santé. Et c'était un conseil plutôt privé. Et ça manquait de sens, en fait. J'avais l'impression de refaire tout le temps le même projet. Une fois que j'avais fait un plan stratégique d'hôpital, je me disais, bon, bah, ok, on en refait un autre et un autre. Et j'ai eu la possibilité de rejoindre Oxfam pour monter leur unité humanitaire. Et j'avais pas du tout d'expérience dans le secteur, mais ça m'a fascinée. Les gens m'ont fascinée déjà, parce qu'il y a un côté pas du tout fonctionnaire, justement, et hyper engagé. Enfin, les gens dans l'humanitaire, en général, sont très engagés. Ils pourraient gagner bien mieux ailleurs, mais ils sont là parce qu'ils y croient. Ce sont des gens qui, en général, ont une connaissance géopolitique assez forte. Et pour moi, je pense que ce qui me plaît, c'est qu'il y a un côté de stimulation intellectuelle et émotionnelle, en fait, dans ce secteur, qui me plaît beaucoup. Parce qu'en général, il y a justement cette idée de do no harm, donc essayer de mettre en place quelque chose, mais sans créer encore plus de complications. Il y a ce côté très émotionnel, parce qu'on est impacté forcément par ce qui se passe au niveau personnel. Donc voilà, donc ça a été un peu mon coup de cœur. Je m'en suis éloignée après, en 2009, quand ma maman est décédée, en fait. Et ça a été vraiment un tournant dans ma vie. Ça a créé beaucoup de réflexions. Et c'est ce qui m'a aussi invitée à monter ma propre initiative.
Je pense que je suis devenue encore plus indépendante après ça. J'avais un peu cette idée de, je veux pas avoir d'autorité au-dessus de moi, de rejet encore plus fort de l'autorité. Et du coup, oui, j'ai commencé à monter les conférences TEDx Barcelona Women, initialement un peu comme un tribute, comme on dit en anglais, non? Un hommage, ouais. C'était ouais, un hommage, absolument. Parce que ma mère était un peu féministe avant l'heure. Elle se définissait pas comme telle parce qu'à l'époque, on n'utilisait peut-être pas autant ce mot. Je sais pas, c'était peut-être pas autant dans le langage courant, mais oui, elle adorait George Sand, elle adorait Colette, elle adorait Virginia Woolf. Elle avait créé un cercle de lecture vraiment sur ces femmes-là. Et dans son discours, oui, elle avait un discours vraiment féministe à l'époque, mais qui était assez incompris. Moi, je viens d'Ariège, comme tu disais dans l'intro, donc d'un département qui est tout au sud de la France, à la frontière avec l'Espagne, entre Toulouse et l'Andorre, et qui est un département très isolé. Moi, j'ai grandi dans un village de 1000 habitants où il y avait peu de communication. On n'avait pas vraiment le train. Je devais prendre 1 heure de bus matin et soir pour aller au lycée. On avait une station de radio. Il n'y avait pas Internet. Enfin, l'isolement, je l'ai vraiment vécu. Et pour moi, j'en ai assez souffert parce que je suis assez extrovertie. J'adore être avec des gens. Donc ça, c'était assez difficile. Et c'est vrai que être féministe dans une zone rurale, en France, même maintenant, c'est pas si facile que ça. Les rôles de genre sont très très marqués en France. Et je pense que ce point-là, on a un gros déni en France. Moi, je me souviens de rentrer du Pakistan, comme tu disais, où je faisais justement des sessions avec les femmes et les hommes sur le féminisme, sur le leadership, sur comment reprendre le contrôle sur son narratif. Et on me disait, oh mais non mais ici ça va, hein, c'est pas comme au Pakistan. Donc un déni mêlé à une sorte de racisme un petit peu et d'islamophobie aussi tant qu'on y est quoi. Je pense qu'en France pendant longtemps on a été en déni sur ce problème. Et je pense que pour moi le décès de ma maman a été un peu un éveil sur ces thématiques. Je n'étais pas spécialement intéressée par le thème du genre avant, mais du coup, j'ai commencé à organiser le TEDx Barcelona Women en 2012 et à m'auto-former, à lire des livres, à chercher sur des documents, à créer des PowerPoint pour m'expliquer à moi-même en fait, parce qu'en fait, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé avec ma mère, qui était une femme forte et que j'ai vue s'étioler pendant des années jusqu'à mourir de dépression, en fait. Et je me disais, mais comment? Ouais, c'est très difficile à comprendre pour une enfant que un parent tombe en dépression et meurt, en fait. J'avais besoin de comprendre plein de choses. Et du coup, toutes ces recherches m'ont aidée et c'était la naissance du livre Équilibre le monde, en fait. De me dire, en me l'expliquant moi-même, je me suis dit, bah, je vais l'expliquer à d'autres parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui, pareil, n'ont aucune idée. Et du coup, voilà, ça a été une partie de mon chemin d'essayer de comprendre ça et ce qui était, voilà, la naissance de TEDx. Mais voilà, il y a eu un élément fondateur qui a été la disparition de ta maman, qui t'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses et commencer à penser un petit peu ton chemin. Est-ce que c'est juste de dire ça? Penser mon chemin, je l'ai constamment fait. D'accord. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas se fermer de porte. Du coup, un de mes critères de choix dans ma vie, ça a été souvent ça. Pourquoi j'ai choisi une école de commerce? Pas spécialement où j'ai envie de faire du commerce, mais c'était l'idée de avec ça tu peux tout faire. Non. Donc c'est cette idée un peu toujours de d'ouvrir les portes. Donc non, je suis très intentionnelle. Je crois beaucoup à l'intention. Alors, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur le thème de la méritocratie. Je pense que c'est Salomé Saké, donc qui parle un peu de ça aussi, du mythe de la méritocratie, de oh ben si tu veux tu peux, non, très américain aussi, qui ne prend pas du tout en compte les limitations que l'on peut avoir. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup ce si tu veux tu peux dans le sens où je crois qu'en se mettant des objectifs ambitieux, en ayant des intentions, ça nous aide à diriger le chemin.
Maintenant, moi, je suis blanche, je viens de classe moyenne, mes parents ont pu payer mes études, je n'ai pas de handicap, quel qu'il soit. Bon, c'est bien plus facile pour moi d'arriver là où je veux arriver. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Régulièrement, j'ai ce besoin de faire un peu un état des lieux de où j'en suis, de qu'est-ce que je n'ai pas fait de ce que je voulais faire, de faire des bucket lists, de me dire, bon, dans les 10 prochaines années, où j'aimerais faire ça, de voir quelles sont les options. Donc, oui, j'ai un côté très, j'intellectualise beaucoup le choix du chemin, mais je ne suis pas sûre que ce soit cette intellectualisation qui me guide le plus, parce qu'au fond, oui, l'univers t'amène aussi là où tu veux aller. Quand j'ai fini le TEDx, je me disais, c'est super, mais le TEDx peut pas gagner ma vie avec, et j'aimerais beaucoup gagner ma vie avec ce thème des stéréotypes de genre, avec ce thème du women empowerment. Et je me disais, mais comment tu peux faire ça? Et en fait, c'est une personne qui est venue au TEDx qui m'a dit, moi, j'aimerais bien que tu me coaches pour prendre la parole en public. Bon, je dis OK si tu veux, quoi. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et au début, je me disais, mais c'est pas assez, tu veux faire plus que ça. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était bien de commencer par quelque chose comme ça, donc de dire, et après d'amplifier. Donc Shift Balance, en fait, n'arrête pas de grandir. Ça a commencé comme des cours de prise de parole en public pour les femmes, pour justement mieux parler de soi avec plus de puissance, parler de soi justement en contrôlant mieux le narratif et en sachant quelles sont les croyances limitantes que l'on a emmagasinées avec la culture qui nous entoure et le système qui nous entoure, et faire passer notre message. Donc ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, je me suis dit, c'est pas assez. Donc j'ai commencé à ouvrir à d'autres thèmes, justement à d'autres thèmes de diversité. Et à nouveau, on parlait pas encore de diversité. Donc de religion, de thèmes justement de privilèges, de méritocratie, de handicap, etc., etc. Et là, il y a eu un petit peu 2 éléments qui m'ont aussi aidée. Le décès, le meurtre de George Floyd aux États-Unis, qui a fait exploser la demande en diversité et inclusion. Et puis, ensuite, il y a eu aussi mon propre diagnostic de neurodiversité. Et une réflexion que j'avais depuis quelques années, qui avait été suggérée par des amis qui me disaient, je crois que ton cerveau, il n'est pas exactement comme les autres, etc. Mais j'étais là, bon, je vois pas ce que ça veut dire. Et puis, mon frère m'a acheté un livre de Christelle Petit-Colin, là, Je pense trop. Et je l'ai lu, je me suis dit, non, ce truc de ouf. Et je me reconnaissais énormément là-dedans. Le cerveau qui fonctionne tout le temps, qui va très vite, se sentir inadapté par rapport à l'environnement, le refus de l'autorité, la difficulté de s'adapter à des règles et à des contraintes qu'on ne juge pas logiques, le besoin d'avoir un chef, si on en a un, qui soit stimulant, que l'on respecte, une espèce de rythme très élevé, de mouvement, etc. Et je me disais, mais ouais, en fait, c'est ça. Et donc, en fait, je suis allée voir une psychologue à Toulouse et qui m'a diagnostiqué HPI, et du coup, qui m'a ouvert un autre monde qui est le monde de la neurodiversité que j'aime beaucoup et dont je parle beaucoup avec Shift Balance. D'accord. Donc, ce que je retiens de ce que tu nous dis, c'est que quelque part, il y a eu au départ une intentionnalité quand même de prendre un certain chemin. Tu t'es vraisemblablement trouvé à l'endroit où il y avait potentiel chemin devant toi et tu en as choisi un. Mais qu'ensuite, c'est le chemin aussi qui a contribué à t'aider à affiner ton projet. Et les rencontres, les influences, effectivement, la neurodiversité qui a été détectée chez toi, qui ont permis de formuler un autre projet pour ton chemin, une autre carte, un autre cap. Déjà, moi, je crois beaucoup à l'intention, c'est-à-dire, je pense qu'il est important d'identifier, quels sont les 4, 5 éléments clés au cœur de soi. Ton why, en fait. Et pour moi, oui, cette histoire d'équilibre, cette histoire d'harmonie, le féminisme, la liberté. Et je pense aussi être entourée de personnes bienveillantes. Pour moi, ça, c'est vraiment mon cœur.
D'accord, donc faire un travail sur ces valeurs, en fait, ce qui est Ouais. important pour nous, ce qui nous permet de nous guider ensuite de mieux, trouver Les son chemin. valeurs, oui, et puis même ce qui notre identité. Oui, c'est important de définir. Ça peut être des objectifs ou des priorités en tout cas. Je crois vraiment c'est important d'avoir ce côté d'intentionnalité parce que la vie est hyper courte et du Oui. coup elle peut passer comme ça très vite. Donc c'est important de ne pas arriver. Enfin pour moi c'est important de ne pas arriver de se dire ah j'ai pas vécu ce que je voulais vivre. Alors tu rappelais à l'instant l'importance de se fixer des objectifs sur nos chemins, mais tout le monde n'a pas cette capacité en soi. Est-ce que tu as des recommandations, toi, à nous faire pour apprendre à se fixer des objectifs? Alors, moi, par exemple, dans les ateliers, je fais un exercice qui est une sorte un petit peu comme de radar, quoi, où je demande aux personnes d'utiliser des axes pour évaluer les différents aspects de leur vie, en fait, en prenant un axe pour santé physique, santé mentale, argent, travail, famille, relations. On peut mettre autant d'axes qu'on veut. Et faire un bilan, en fait, simplement, et se dire aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, dans mon degré de satisfaction, où est-ce que je suis de 0 à 10? Et on peut être très bien au niveau financier, mais au niveau famille, ça va pas, ou au niveau épanouissement artistique, pas forcément, etc., etc. OK. Donc pour moi, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de se dire, OK, où est-ce que je veux être dans, et on peut se donner 2 ans, 3 ans, etc. Donc il y en a certains qui peuvent ne pas bouger. On est peut-être à 6 dans une catégorie et on se dit bon, je suis bien à 6, ça va. Mais il y en a d'autres, ok, on veut évoluer, très bien. Donc tu veux évoluer à combien? Et moi je crois beaucoup au côté quantitatif des objectifs. Mmh. Ça m'aide énormément à faire en sorte que les choses se fassent. Ouais, donc la visualisation de l'objectif, la quantification, en fait, nous aide Quantification de l'objectif. à l'atteindre parce que ça devient tangible, Voilà. effectivement. On sait qu'on est à 5, on voudrait être à 8. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour passer de 5 à 8? Mais même plus que ça, c'est dire le 8, c'est quoi? C'est quoi le Ouais, 8 concrètement? ouais. Donc ça Quantifier le 8, représente ouais. quoi concrètement? D'accord. Et OK. ensuite, quantifier le résultat. Et ensuite, voilà, se donner 2, 3 objectifs pour arriver à ça. Et ensuite, le transformer en routine. D'accord. Donc pour ceux qui peinent à trouver leur chemin quelque part, cet outil, un peu la roue de la vie quelque part avec différents axes, Mmh. qui sont les axes importants pour nous, savoir où on en est aujourd'hui de notre satisfaction par rapport à l'accomplissement de ces axes et où est-ce qu'on souhaite être, et ensuite la fixation d'objectifs, concrets, tangibles qui nous permettent de tendre vers ça. Alors toi au cours de ton cheminement, dans quelle mesure tu as le sentiment d'avoir, libéré ton plein potentiel et finalement de t'être rapproché de qui tu es, vraiment? Dans mes ateliers, je fais aussi l'exercice de l'ikigai que tu Mmh. connais, non? Et du coup, c'est assez intéressant parce que ce que je sais faire, non, les quatre aspects. Ce que je sais faire, comme je disais tout à l'heure, je pense que j'ai ce côté d'équilibre, de coacher, d'essayer de trouver des solutions, de structurer la pensée, d'organiser. Ça, je sais le faire. Et je pense que c'est aussi ce que j'aime faire. Donc ça, c'est chouette. J'aime faire des choses différentes, avoir beaucoup de diversité, de renouvellement. Mais jusqu'à présent, tout ça n'était pas forcément lié avec ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je pouvais être payée. Et du coup, le shift, pour moi, ça a été plus ça. C'est-à-dire, l'ikigai, je pense que je l'ai. Je pense que je suis là où je dois être. C'est-à-dire, ce que je fais avec Shift Balance, de justement travailler avec des leaders du monde humanitaire essentiellement, pour faire en sorte que ces organisations soient plus saines, pour faire en sorte que leur travail soit ait encore plus d'impact, de travailler avec des femmes de façon à ce qu'elles aient encore plus de visibilité et qu'elles se sentent mieux dans leur vie. Oui, pour moi, je pense que c'est ce que je suis. Est-ce que toi, Aurélie, tu peux nous parler de rituels, d'habitudes, peut-être d'influences, de rencontres qui ont été déterminantes pour toi et qui t'ont accompagné sur ton chemin et t'aider à devenir qui tu es, aujourd'hui? Alors, rituel, moi, je suis pas très rituel. J'ai un peu du mal avec la routine.
J'arrive pas trop à garder, une routine où tous les jours je fais mon morning ritual, je fais ci, je fais ça. Ça, c'est plus difficile. Je sais que par exemple, les activités un peu plus artistiques comme l'improvisation ou la danse, pour moi, sont des avenues qui m'ont vraiment aidé à relâcher la tension, à développer ma créativité. Donc, cette partie-là, vraiment, je la conseille. Je conseille à tout le monde de faire de l'improvisation. On a l'impression que c'est hyper difficile, mais en fait, c'est vraiment se laisser porter. Je pense que c'est une école excellente sur justement le lâcher prise, se laisser surprendre. Est-ce que ça contribue également à une meilleure connaissance de soi, tu crois, cette improvisation, d'être Oui, dans le c'est lâcher-prise, génial. Enfin, effectivement? moi, je trouve que l'improvisation, c'est génial. Tu vois, et tu décides en une seconde, bon, on va voir comment je vais réagir. Enfin, Ouais, tu peux inventer ta vie, quoi. Donc sur la ouais, métaphore du justement. chemin, tu peux inventer ton chemin Exactement. justement en improvisant. Est-ce que tu as eu des rencontres déterminantes sur ton chemin? Des Ouais. tas. Oui, moi, je suis beaucoup comme ça. J'adore rencontrer des nouvelles personnes. Pour moi, c'est vraiment important de cultiver ses amitiés. Je pense que dans le chemin, on ne valorise pas assez les amitiés. On a été assez éduqué avec cette idée de trouve un partenaire, trouve une partenaire, etc., etc. Fais des enfants, enfin crée ta mini cellule monofamiliale, ton clan en fait. Et si le clan s'effondre, ta vie s'effondre. Pour moi, je crois beaucoup, de plus en plus, à un réseau d'amis. Parce qu'au fond, je vois les relations qui vont et qui viennent. Je vois des gens qui se marient et des gens qui divorcent. Je vois et je vois aussi des gens qui sont en couple toute la vie. Hein. Mais au fond, on a mis beaucoup d'importance sur les relations amoureuses, qui est très important. Hein. Mais je pense que on devrait travailler et être beaucoup plus intentionnel à nouveau dans le fait de cultiver l'amitié. Pour moi, par exemple, c'est vraiment, j'essaie de faire, je fête souvent mon anniversaire, mais aussi comme un moyen de rassembler les gens. Moi, j'ai un peu cette idée de tous mes potes vont être potes et à la fin, quand on sera un peu tous fatigués de travailler, on va aller tous vivre ensemble dans un grand pré. Je sais pas très bien où, mais bon. Et je ne sais pas si ce sera ça, mais oui, pour moi, il y a cette idée de famille choisie. Il y a cette idée de créer sa communauté, de faire en sorte que ces gens connectent entre eux et que du coup, ça crée une autre famille, quoi, qui est très importante pour moi. Aurélie, sur le chemin, on rencontre parfois des moments de doute ou d'incertitude, peut-être liés à des critiques ou des jugements, des échecs. Est-ce que toi, tu as rencontré ces moments et si oui, dans quelle mesure tu as été en capacité de les adresser et comment tu t'y es prise? Oui, clairement. Alors moi, je suis très sensible. Hein. Du coup, les critiques, je les prends en plein et je les crois. C'est-à-dire, je suis vraiment impressionnée par les gens qui arrivent à entendre des critiques et disent non mais on s'en fout. Moi, si j'ai des gens proches qui me reprochent des choses, ah oui, c'est assez difficile pour moi. Je me remets beaucoup en cause. J'y pense beaucoup trop. Il faut arriver à faire la part des choses, se dire oui, il y a une partie de vrai et il y a une partie de la personne aussi, quoi. Oui, il y a eu beaucoup de moments où j'ai été mise de côté de projets, où des clients n'ont pas forcément voulu renouveler le contrat en me disant ah non on n'a plus de budget alors que je savais bien que c'était pas vraiment la raison, où il y a eu des disputes avec des amis qui après ne veulent plus forcément réengager la conversation. Je dirais pas que ça a été la majorité, je dirais que c'est peut-être 10% du chemin. Mais c'est vrai que ça pollue beaucoup. Moi, ça me pollue beaucoup l'esprit et peut-être un peu trop. Et comment tu adresses ça donc quand ça t'arrive? J'en parle beaucoup. Je garde pas trop les choses pour moi. Soit j'écris, j'aime écrire beaucoup et du coup je peux écrire des blogs, ça m'aide à processer ce qui se passe. Soit j'en parle, ça m'aide d'essayer de comprendre. Donc en parler, écrire, verbaliser, Ouais, t'aide un peu à diffuser cette tension. ouais. Donc ça dépend. Si c'est une critique professionnelle, c'est ah oui, ben qu'est-ce que j'apprends de ça et qu'est-ce que je vais faire différemment désormais? Qu'est-ce que je vais plus faire ou qu'est-ce que je vais faire? Ce qui est plus dur pour moi, c'est le côté émotionnel ou sentimental, les ruptures
oui, d'amitié ou ça, c'est plus dur à digérer. Quel impact ta transformation personnelle? On voit que tu as beaucoup cheminé, tu t'es beaucoup transformé. Quel impact cette transformation a eu sur toi-même, mais aussi sur les autres? Alors je pense que moi j'ai vraiment un message très clair à toutes les personnes que soit je coach, mais aussi mes amis, de les pousser, hein, c'est-à-dire moi aussi, c'est-à-dire moi j'ai mon moteur, mais j'invite aussi les gens autour de moi à oui à poursuivre leurs envies, leurs intentions, à sortir de situations négatives ou toxiques, à vraiment aller vers oui vers leur ikigai, vers leur raison d'être. Enfin pour moi, c'est vraiment important et je pense que mon influence, enfin, j'espère, c'est ça sur les autres. C'est de leur montrer, oui, que tout est possible. Enfin, je sais qu'après des bootcamps qu'on a pu faire, après beaucoup de femmes ont dit, bah oui, moi, ça a changé ma vie, le bootcamp, parce que du coup, ben, j'ai décidé d'avoir un enfant, j'ai décidé de monter ma boîte, j'en sais rien, mais ouais. Donc, je pense que ce côté de catalyseur, je l'ai vraiment sur les gens autour de moi. Oui, ça me fait plaisir quand on me dit ça oui, d'aider à catalyser ou à accélérer leurs envies, leurs projets, et à les convaincre qu'ils ou elles en sont capables. Quel conseil, toi, Aurélie, tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle? Alors déjà, je pense pas que ce soit blanc ou noir. C'est-à-dire, je pense pas qu'on soit là, dans un endroit, et puis tout d'un coup, on décide de commencer le chemin. Enfin, le chemin, c'est la vie, quoi. Je pense qu'à partir du moment où on est né, on est sur le chemin, quoi. La question, c'est de se dire, le chemin sur lequel tu es aujourd'hui, est-ce qu'il te satisfait? Que tu l'aies choisi ou pas, au fond, on s'en fiche, mais est-ce que tu es à l'aise avec? OK. Si tu es pas à l'aise, OK. Mmh. Déjà, c'est première étape. C'est déjà de se dire, comment je me sens par rapport à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Ensuite, on n'est pas obligé d'avoir un changement radical. Cette idée qu'on voit dans les films de allez, je vais tout plaquer, femme et enfant, et puis je pars à Tahiti. Bon, c'est un fantasme. C'est souvent un fantasme très masculin. Mais en bougeant à peine un peu le gouvernail, on peut déjà commencer à aller dans une autre direction. Donc, pour moi, je dirais de pas paniquer sur cette idée de mais je peux pas lâcher mon boulot là, j'ai besoin de rentrer d'argent. OK, mais je te dis pas de lâcher ton boulot, mais réoriente, Ouais. pense à autre chose qui te plairait. Qu'est-ce qui te permettrait d'arriver là? Est-ce que tu peux développer une activité en parallèle? Évolution plus que révolution, quoi. Oui, après, s'il y en a qui veulent être dans le radical et changer du jour au lendemain, tant mieux. Mais je pense vraiment qu'on peut arriver à trouver son ikigai progressivement. Et je pense qu'on a aussi grandi dans une société qui, pour son propre bénéfice, nous a convaincus que soit on travaillait et on gagnait de l'argent et on était un peu malheureux, mais bon, on gagnait de l'argent, ou on vivait d'amour et d'eau fraîche et bon, on faisait peut-être quelque chose qui nous plaisait, mais on n'avait pas d'argent. Et je suis pas d'accord avec cette dichotomie tellement radicale, en fait. Et ça, c'est vraiment un langage de la société, hein. Mais je pense qu'on peut arriver à avoir les deux, à avoir gardé un minimum de sécurité et à développer une activité en parallèle, combiner les deux, trouver des moyens. Et puis, le mythe du salariat en sécurité, bon, je pense que là, avec tous les plans de restructuration, réorganisation, etc., je pense qu'on commence à tous être conscients que c'est complètement faux, quoi. On peut être viré du jour au lendemain et et la chute sera d'autant plus brutale si justement on n'a pas préparé avec d'autres activités sur le côté, quoi. Ouais, donc ton conseil, c'est effectivement, c'est pas noir ou blanc. Les transformations se font progressivement. Parfois, elles peuvent se faire radicalement aussi, mais toi, tu prônes plutôt une transformation progressive pour tendre vers un meilleur équilibre, effectivement, entre les aspirations spirituelles qui sont les nôtres, mais aussi les exigences matérielles qu'on doit adresser. Oui, oui, parce que sinon, ça met aussi trop de pression sur le choix. C'est-à-dire, sinon, c'est oh là là, il faut que je choisisse bien la bonne voie maintenant. Du coup, je peux pas me tromper à nouveau, quoi. Et du coup, ça devient une autre source de stress, en fait. Donc, je pense que c'est plutôt
plus judicieux de partir sur les valeurs, non? Et se dire, bon, moi, j'ai envie d'avoir une meilleure santé mentale, ok. J'ai envie d'avoir un travail où je sois plus dans l'individuel. J'ai envie d'avoir un petit peu des grandes orientations et à partir de là, aller vers là. Et je pense que c'est complètement possible d'aller vers là. On arrive à la fin de notre discussion, Aurélie. Est-ce que toi, tu as pensé la suite du chemin? À quoi ça ressemble, la suite du chemin pour toi? Est-ce que tu l'as imaginé? J'y pense tout le temps. J'avais des flipcharts là chez moi. Je fais des ateliers avec moi-même. Il y a plusieurs chemins possibles. Il y a une partie de moi qui veut développer Shift Balance encore plus et justement faire en sorte que ce soit un collectif, que ce soit pas simplement mon organisation, mais avoir un groupe de facilitateurs qui portent des coachs, des formateurs, qui justement puissent agir dans différents contextes. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de voir comment m'impliquer plus dans l'humanitaire et j'aimerais quand même garder un certain équilibre, vie pro, vie perso, si possible. Et j'aimerais beaucoup passer 3 mois dans le Pacifique. Il va te falloir plusieurs vies pour ça, Aurélie. C'est clair, c'est pour ça qu'il faut faire des plans, parce que sinon on peut pas tout faire. Oui, et puis après, il faudra aussi acheter la maison où on va tous se retrouver à 60 ans ou 70. Donc bon, il y a du boulot, quoi. Donc avant de se quitter, Aurélie, je vais te soumettre au feu nourri de questions que j'appelle les questions mitraillettes. Alors l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Des chroniques d'Ukraine. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? J'ai beaucoup aimé Belle du Seigneur à l'époque, Albert Cohen. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Alors moi, je suis très reggaeton, c'est pas du tout féministe. J'adore Karol G, j'écoute beaucoup Shakira, Cardi B. Quelle est ta citation préférée? Thou shall pass. Ça va passer aussi. T'inquiète, ça va passer. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Je voulais être astronaute. Comment commences-tu ta journée? Je regarde Instagram, c'est pas bien. Non, Aurélie, pas toi, pas la coach. Pas la coach, non, le truc pas bien. Tu regardes toutes les stories où tu vois, de tous les conflits qui se passent dans le monde et là tu te dis non, j'aurais pas dû commencer ma journée avec Instagram, Aurélie, tu le sais. Quel talent aimerais-tu avoir? J'aimerais savoir danser comme Shakira et chanter. Non, Beyoncé, les deux. Quelle est ta plus grande force? Mon énergie, j'ai beaucoup d'énergie pour avancer, pour remonter. Alors justement, qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? L'amour, les gens, me sentir aimé, me sentir entouré, me sentir soutenu. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Focalise-toi sur l'idée que tout va bien se passer. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Danser, faire l'amour, je pense. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Qu'on peut choisir une carrière précise et qu'on peut quand même revenir dans le général. Qu'on peut faire médecin et après faire un MBA. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Non, mes amis, je pense. Ouais, l'amour et la bienveillance des gens autour de moi et puis et le fait de voir que il y a des gens qui luttent et de voir que des thèmes dont on parlait pas il y a 20 ans, on parle du sexisme, du racisme, de la colonisation comme on n'en a pas parlé encore. Donc ça me donne de l'espoir. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Comme une boule d'énergie et d'amour. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Je pense le mien, c'est ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Je serais peut-être plus audacieuse dans mes dates. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? Je suis là pour toi. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Plein d'amis autour de moi. Oui, j'ai l'ami Garnica qui travaille dans tout ce qui est coopérative et qui essaie de monter un modèle alternatif justement au capitalisme. Ok, on attend d'avoir Garnica sur le podcast. Est-ce qu'elle, je parle pas très bien espagnol, donc est-ce Non, mais qu'elle elle parle français, ouais. Ah ok, c'est parfait. Ok, merci Aurélie, merci pour ton témoignage inspirant et puis surtout bonne route et bon chemin. Tu te diriges vers l'Ukraine, donc prends soin de toi et on espère te revoir très très bientôt. Merci beaucoup Thierry pour l'invitation et bon courage avec le podcast. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Aurélie. Premièrement, se fixer des objectifs ambitieux et être intentionnel dans nos actions peut nous aider à orienter notre chemin. Mais ayons soin de nous fixer des objectifs atteignables
et de les amplifier progressivement pour ne pas nous décourager. Deuxièmement, pour bien se connaître, il est important d'identifier son why, son pourquoi, c'est-à-dire les 4 ou 5 éléments clés au cœur de nous-mêmes, les valeurs auxquelles nous sommes attachés et les attributs qui constituent notre personnalité. Troisièmement, pour savoir quels objectifs se fixer, utilisons l'outil de la roue de la vie. Dans un premier temps, déterminons les catégories qui, selon nous, permettent de mener une vie équilibrée. Ensuite, évaluons notre niveau de satisfaction dans chacun de ces domaines sur une échelle de 1 à 10. Aussitôt, apparaissent les secteurs où nous sommes satisfaits et ceux que nous pourrions améliorer. Quatrièmement, pour lâcher prise et trouver qui nous sommes vraiment, des activités artistiques telles que de l'improvisation ou la danse peuvent nous aider à relâcher la tension et développer notre créativité. Cinquièmement, à côté de nos relations familiales et amoureuses, sachons entretenir et valoriser nos relations amicales, comme une famille choisie, une communauté d'entraide sur nos chemins de transformation. Et enfin, pour entamer son chemin de transformation, il n'est pas nécessaire d'adopter une démarche radicale et de tout changer tout de suite. On peut trouver son ikigai et se transformer progressivement en conservant un bon équilibre entre nos aspirations futures et notre vie présente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.